Professionnalisme et concertation, voilà les mots-clés issus du Forum pour la paix, une transition apaisée au Mali. Le premier concerne les journalistes afin qu'ils jouent pleinement leur rôle dans la résolution de la crise et le second, le gouvernement invité à instaurer le dialogue entre tous les acteurs de la société. Un saut dans l'univers des livres, l'avènement des nouvelles technologies a bousculé les habitudes de beaucoup d'entre nous. Êtes-vous désormais lecteur à partir d'un écran ou aimez-vous tout simplement fleurer le parfum du livre papier? Notre enquête à suivre en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Nous sommes dimanche 1er juin. Merci d'être en notre compagnie et bienvenue à votre rendez-vous de l'information. Bonsoir à tous. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a entamé ce dimanche une visite de travail en Algérie. Le ministre Sadio Lamine Sow a eu ce matin une séance de travail avec son homologue algérien chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messaël. Concernant la question du nord du Mali, les deux ministres ont fait savoir à la presse qu'ils partagent le principe de la non-négociation de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali. Ils ont par ailleurs abordé les voies et moyens de raffermissement de notre coopération bilatérale. Modibo Mariko et Ibrahima Koulibaly sont nos envoyés spéciaux. Journée bien ensoleillée pour une belle visite de travail et à l'image de cette journée, le ciel de la coopération entre Bamako et Alger semblait tout aussi dégagé. Ainsi, moins d'un mois après la visite du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, c'est au tour du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'être reçu à Alger. Au-delà des simples relations de voisinage qui lient nos deux pays, Maliens et Algériens sont convaincus qu'ils sont liés par un socle socio-culturel commun. Cette visite s'inscrit du coup dans les traditionnelles concertations qui ont toujours existé entre nos deux pays. Des premiers entretiens que les deux personnalités ont eu dans les salons d'honneur de l'aéroport, les ministres Sadio Lamine Sow et Messaël Abdelkader concernant les sujets de préoccupation brûlants du moment, à savoir la question du Nord, ont tenu à clarifier les principes sur la base duquel les discussions vont se faire. Pour Bamako et Alger, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali sont des choses non négociables. Dans le contexte très particulier du Mali, la situation qu'il vit, nous sommes pour la préservation de son intégrité territoriale et sa souveraineté. Il est évident que le Mali doit rester un et indivise. C'est une chose sur laquelle qui n'est pas négociable de notre point de vue. Mais également, notre devoir en tant que pays voisin, c'est d'accompagner nos frères dans leurs efforts d'abord de consolidation de leurs institutions, de transition. Nous savons que ce sont des contextes parfois difficiles et complexes, mais ils trouveront en Algérie donc un partenaire loyal, comme il a été de toujours. Je suis venu en Algérie d'abord parce que depuis la formation du gouvernement, je n'avais pas eu l'occasion de venir me concerter avec les plus hautes autorités algériennes, notamment avec mon ami le ministre Messaël. Vous savez que les concertations n'ont jamais cessé entre l'Algérie et le Mali depuis nos indépendances respectives, pays frères et amis. Et vous connaissez également la situation que connaît notre pays depuis le mois de janvier. Et vous savez que l'Algérie est un pays qui compte dans notre sous-région et qui aide le Mali à surmonter ses difficultés. Sur la base de ces deux principes clés, Maliens et Algériens se sont retrouvés une heure plus tard en séance de travail à huis clos. De la déclaration faite à la presse après 2 heures de travaux qu'ils ont eu pour cela, on retient que la séance de travail, en plus de l'approfondissement de la réflexion sur la question du Nord, a aussi permis de passer en revue la coopération bilatérale et tracer les cadres de travail dans les regroupements sous-régionaux. Nous avons parlé de tout ce qu'on veut parler franchement entre amis. L'Algérie confirme son soutien et sa solidarité avec notre pays et soutient notre gouvernement. Par ailleurs, comme l'Algérie, à partir de ce jeudi, entre dans les festivités de son cinquantenaire, les autorités algériennes, conscientes du rôle que le Mali a joué dans l'acquisition de leur souveraineté, souhaitent que notre pays retrouve le plus vite possible la paix pour prendre toute sa part dans les festivités qui s'étendront sur une année.
Ici à Bamako, les travaux du Forum pour la paix et une transition apaisée au Mali s'y sont achevés cet après-midi. Ce forum de 3 jours a regroupé toutes les composantes de la société malienne. L'objectif était de réfléchir ensemble à des pistes de solutions permettant à notre pays de sortir de la crise politique et sécuritaire. Pour ce faire, le forum recommande aux hommes de médias de jouer pleinement leur rôle dans la résolution de la crise. Ils invitent également le gouvernement à mettre en place un cadre de concertation facilitant le dialogue entre tous les acteurs. Brahma Traoré pour le compte-rendu. D'un coup d'essai, le Forum pour la paix et une transition apaisée au Mali aura été un coup de maître. Première illustration, le Forum a réussi à regrouper toutes les forces vives du Mali pour un dialogue inclusif, notamment la classe politique, la société civile, la presse et l'armée. Deuxième illustration, le nombre élevé des participants au forum, près de 200 personnes. Les 3 jours d'échanges et de discussions ont abouti à d'importantes résolutions et recommandations, parmi lesquelles la création par le gouvernement d'un cadre de concertation pour faciliter le dialogue entre tous les acteurs. Le forum recommande également l'implication effective des radios dans le processus de sortie des crises. Le forum, bien sûr, a demandé à ce que tout le monde s'y mette pour soutenir notre armée nationale. Nous sommes obligés de la soutenir, de l'accompagner. Le forum a fait une motion dans ce sens-là. Nous ne nous donnons aucun rôle privilégié ou particulier dans le cadre de la résolution de cette crise. Nous sommes dit qu'en tant que presse, en tant que média, tout le monde, journalistes, animateurs, nous pouvons et devons jouer un rôle dans le cadre de l'apaisement du pays. Comme annoncé à l'ouverture des travaux, les conclusions du forum seront remises aux autorités de transition et aux représentations diplomatiques. Elles devront servir de feuille de route, espèrent les organisateurs, pour sortir du Mali de l'imbroglio dans lequel il se trouve. En tout cas, l'espace international est avec le Mali. Il est avec nous. Mais il faut qu'on sache ce qu'on veut. Il faut qu'on prenne des décisions. Il faut qu'on laisse les histoires politiques de côté. Il faut qu'on laisse les considérations de côté et qu'on se mette d'accord pour essayer de récupérer le Nord. Parce qu'il n'est pas question pour nous que notre pays soit divisé. Un message reçu 5 sur 5 du côté du département de la communication. Celui-ci s'engage à poser des actes concrets, cela dans le but de l'apaisement du climat social. Nous aussi, nous nous engageons à jouer notre partition sur la base des résolutions, des recommandations du forum. Le ministère de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies fera de son possible pour que réellement la paix puisse être une réalité dans ce pays. Le Forum pour la paix et une transition apaisée au Mali est une initiative de la Maison de la Presse et ses partenaires. Forum dont les résultats seront restitués à l'intérieur du pays dans les tout prochains jours. Un mot de politique. Le parti CDS Morotilia s'est dit plus que jamais favorable à une intervention militaire pour recouvrer l'intégrité territoriale du Mali. Cette annonce a été faite à la faveur d'un point de presse et la décision vient de la commission politique du parti qui s'était réunie ce samedi. Les explications, c'est avec Mohamed Diarra. Le Mali est malade dans sa partie nord, d'où la multiplication des propositions de sortie de crise. La commission politique du parti de la Convention social-démocrate rejette toute hypothèse de négociation pour recouvrer l'intégrité du territoire. Il faut faire recours à l'option militaire avec au premier plan les militaires maliens. Face à l'urgence, la Convention social-démocrate CDS Morotilia demande vivement au gouvernement de transition d'emprunter les voies légales disposées par le droit des gens pour la mise en œuvre d'une intervention militaire urgente en vue de la reconquête des zones occupées. Cet appui n'est ni de la mendicité, ni de la dépendance, mais un droit. Le Mali est initiateur et sociétaire de ces institutions. Pour y parvenir, les Maliens doivent parler d'une même voix. Il faut taire les querelles politico-politiciennes et faire face à l'ennemi, renchérit le secrétaire général du parti CDS. Au passage, la CDS Morotilia salue l'engagement et le courage des populations du nord du Mali pour libérer les régions occupées. Hier, 30 juin 2012, le RPM a fêté ses 11 ans. Les militants du parti ont tenu à célébrer ce 11e anniversaire avec modestie compte tenu de la situation qui traverse le pays. Et justement, le parti a saisi l'occasion pour condamner la profanation des mausolées à Tombouctou par des occupants de la ville. Alpha Maïga, les détails.
C'est ici, dans la salle de spectacle du stade Modibo Keïta, que le parti du Rassemblement pour le Mali, RPM, a été porté sur les fonds baptismaux. C'était le 30 juin 2001. 30 juin 2001, 30 juin 2012, ceci donne 4015 jours de présence du parti du Tisserand sur l'échiquier politique du Mali. Cette cérémonie consacrée au 11e anniversaire du parti se déroule au moment où une partie du pays est sous occupation des bandits armés, d'où le caractère sobre de la commémoration. Ce parti n'était pas un parti de plus, mais un parti autre, avec une ambition nouvelle par rapport à l'objet le Mali. Et pour être fidèle à la devise du parti, à savoir justice, progrès, solidarité, le RPM fait autrement la politique depuis sa création, comme l'illustre cette cérémonie de remise de dons aux populations du nord du Mali. En nous appuyant sur les valeurs, sur l'éthique et la morale, au seul bénéfice de ce peuple malien, nous fûmes de ceux qui ont essayé, de ceux qui, toute leur vie durant, ont pensé au peuple malien, à ses souffrances indicibles, surtout aujourd'hui. La commémoration du 11e anniversaire du parti a été l'occasion pour le RPM de se prononcer sur une question d'actualité, la démolition des mausolées ce samedi à Tombouctou. Que l'on s'en prenne à cela est très très significatif et indique à souhait à qui nous avons affaire. Auparavant, une lecture du Saint-Coran a eu lieu au domicile du président du parti. Des prières ont été dites pour que le Mali retrouve la paix et la quiétude. À Yorosso, en 3e région, lancement d'une vaste opération humanitaire en direction de certaines populations du 10 cercles. 40 tonnes de semences et 150 tonnes de vivres ont été remis aux populations de Mini, initiées par la Croix-Rouge malienne et la Fédération de la Croix-Rouge. Le coût total de l'opération est de 180 millions de francs CFA. De Sikasso, la correspondance de Fatoumata Diallo. Dans le cercle de Yorosso, les heureuses bénéficiaires de l'assistance humanitaire organisée par la Croix-Rouge malienne et la Fédération internationale de la Croix-Rouge sont les communes rurales de Boura, Kifosso et de Yorosso. Le don, qui se compose de 40 tonnes 600 kg de semences, de maïs et de mil, et de 150 tonnes de vivres pour un coût total de 180 millions de francs CFA, sera réparti entre 1500 familles considérées comme les plus démunies du cercle. Si j'ai un mot à ajouter, c'est d'appeler les autres ONG humanitaires de la place, puisque à Bamako, beaucoup pensent que la 3e région n'a pas de difficultés alimentaires, mais quand on est sur le terrain, on trouve que c'est tout à fait le contraire. Les autorités locales de Yorosso qui ont réceptionné le magnifique cadeau sous l'œil vigilant des producteurs et de leurs encadreurs ont dans leur intervention rassuré le donateur d'en faire une répartition équitable, surtout en cette période hivernale où la date des semis n'est pas encore close. Certes, la campagne a démarré, les emblavures sont en cours, mais les dates des semis ne sont pas du tout dépassées, donc nous sommes toujours dans le temps. La campagne agricole cette année, c'est une campagne qui donne de l'espoir, parce que quand on fait la comparaison entre les éléments de cette année et ceux de l'année dernière, nous voyons quand même que nous sommes en position vraiment d'assurance par rapport à la campagne dernière. Aussi, selon le chef secteur d'agriculture, la campagne agricole précédente qui a affiché un résultat en deçà des attentes a plongé le cercle de Yorosso dans une situation de crise alimentaire avec 5 communes déficitaires sur 9, ce qui engendra du coup plusieurs familles vulnérables. Le collectif des ressortissants du nord du Mali s'engage à mener des actions pour inciter le gouvernement à libérer les régions occupées par des groupes armés. C'est au cours d'une assemblée générale organisée hier après-midi au Palais de la Culture que les responsables du collectif ont donné l'information. Le sitting prévu pour le mercredi prochain va donner le ton à ces activités qui visent à ramener la paix et la quiétude dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Agali Ag Adissa nous en dit plus. Cette assemblée générale marque le début d'une série d'actions que le collectif des ressortissants du Nord entend mener pour inciter le gouvernement à libérer les régions du Nord occupées par des groupes armés depuis 3 mois.
Une rencontre qui a drainé plusieurs personnes et qui a permis aux élus des régions concernées de tirer la sonnette d'alarme. L'heure est grave, c'est parce que dans la pratique, nous ne sentons pas les décideurs. Aucun signe visible d'action allant dans le sens de libérer cette région n'a été engagé. Le collectif des ressortissants du Nord, devenu désormais collectif des ressortissants du Mali pour le Nord, va organiser un sitting le mercredi 4 juillet pour faire réagir le gouvernement face aux exactions de tout genre qui subissent les populations du Nord. Nous sommes debout et déterminés, définitivement engagés, et nous demandons à nos autorités, à notre gouvernement, le gouvernement du Mali, de l'être avec nous. Et le temps n'est plus à la léthargie, à l'inertie, aux interrogations et aux questionnements. Le temps est aux actes concrets pour libérer les 3/4 de notre pays. Les députés du Parlement panafricain ont réaffirmé leur soutien aux populations du Nord. La situation du Nord Mali, elle est une situation du Mali parce que c'est dans le territoire malien. Mais elle dépasse le Mali. Elle embrase tout le continent africain et le monde entier. Quant au président d'honneur du collectif des ressortissants du Nord, Ousmane Issoufou Maïga, il a invité à la cohésion et à la discipline. Il faut rappeler que l'Assemblée a enregistré la présence de plusieurs délégations venues de toutes les régions du Mali et d'ailleurs. Assemblée générale de l'Union des caisses d'épargne et de crédit, Kondo Djigima. Le budget 2011 de l'institution financière se chiffre à plus de 8 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 16% par rapport à l'année 2010. Cependant, l'année 2012 s'annonce comme celle de la consolidation des acquis, malgré la crise qui traverse le pays. Reportage Sorona Kamisoko. Cette 20e Assemblée générale de l'Union des caisses d'épargne et de crédit Kondo Djigima s'ouvre sur un constat peu reluisant. Elle intervient à un moment où le réseau connaît une baisse de ses activités. Cette baisse est relative à la crise du nord du Mali, avec ses effets néfastes collatéraux sur l'économie malienne en général et sur les activités de Kondo Djigima en particulier. À cette morosité de l'économie vient s'ajouter cette fois une rumeur d'une dévaluation du franc CFA de 50% avant la fin de l'année 2011. Cette rumeur de dévaluation, qui ne verra le jour en ce moment-ci, a certes contribué à la fuite significative de nos dépôts de novembre à décembre. Malgré la crise, l'Union des caisses d'épargne et de crédit Kondo Djigima peut se targuer de sa situation financière. De l'analyse des états financiers de 2011 du réseau, il ressort un bilan jugé très positif. Les états financiers audités de l'ensemble du réseau en fin 2011 font ressortir un total de bilan de 8 885 950 011 en 2011 contre 7 638 977 460 francs CFA en 2010, soit une amélioration de 16% et un produit financier de plus de 1 701 923 576 francs CFA et un résultat bénéficiaire de 40 837 788 francs CFA. Consolider cette performance financière est l'une des priorités du réseau Kondo Djigima en 2012. Le réseau qui compte aujourd'hui 105 caisses et guichets opérationnels, dont 63 caisses agréées. Visite de terrain de la directrice générale de Plan Royaume-Uni, citée dans la commune de Sanankoroba. Il s'agissait pour elle de voir l'évolution des projets financés par Plan Mali en faveur de l'enfance. Au terme de sa visite, elle s'est dit impressionnée par les résultats. La directrice générale de Plan Royaume-Uni a profité de cette visite pour remettre des vivres et des kits aux enfants déplacés du village SOS de Sokura Mopti, déplacés à Sanankoroba à cause du conflit dans le nord du Mali. Reportage Boubacar Sissoko. Plan Mali œuvre dans la commune de Sanankoroba en faveur de l'enfance depuis des années. Dans les villages de Nyegenkura et Tourela, 2 projets sont en cours. Il s'agit des projets de promotion économique de la fille à travers l'éducation à Nyegenkura et de lutte contre les mutilations génitales à Tourela. Justement, la directrice de plan du Royaume-Uni, Marie Stanton,
a fait le déplacement au Mali pour voir l'évolution des 10 projets financés par Plan Mali. Les impacts sont jugés positifs. Cela se sent dans le rendement des filles à l'école et le taux de scolarisation. L'année dernière, il y avait 86 filles contre 106 garçons. Mais cette année, à l'arrivée du projet, nous avons 106 garçons, 106 filles. Donc il y a l'équité. Concernant les mutilations génitales féminines, grâce à Plan Mali, les populations bénéficiaires sont en voie d'abandonner la pratique. Les filles elles-mêmes ont été déterminantes dans la sensibilisation. J'ai une fille de Turela. Nous sommes sûrs que l'exigence sera abandonnée ici. Difficulté de l'accouchement. Maman ou bébé peut mourir. Ce qui est un motif de satisfaction pour la visiteuse, qui se dit impressionnée par le travail accompli sur le terrain par Plan Mali. C'était impressionnant que les villages ont constaté que les jeunes filles finissent l'école. Et on a vu aussi à Mali la lutte contre l'excision. Et ce qui était impressionné ici contre les autres pays, c'est que le chef de village, les hommes, les grands-mères, les mères, les jeunes filles sont tous contre l'excision. Sur la même lancée, grâce au concours financier de Plan Grande-Bretagne, Plan Mali a tendu sa main fraternelle et solidaire aux enfants du village SOS de Sanankoroba qui abrite les élèves du village SOS Sokura de Mopti, déplacés à cause des événements du Nord. À ceci, Plan a remis des vivres et divers kits. La directrice de Plan du Royaume-Uni s'est entretenue avec les enfants déplacés et leurs mères sur la situation. Lancement hier à Tchegena du projet Girl Can, les filles peuvent, un projet qui va financer à hauteur de 400 millions de francs CFA pour une période de 3 ans, 25 écoles des villages du cercle de Kati. Le projet Girl Can est une initiative de l'association d'appui à l'autodéveloppement communautaire et son partenaire Oxfam Grande-Bretagne. Il œuvre pour la promotion de l'éducation de la petite fille. Sorana Kamisoko, les détails. C'est l'école fondamentale de Djegena qui a servi de cadre pour le lancement du projet Girls Can, qui veut dire en français « les filles peuvent ». Djegena est une localité située à une vingtaine de kilomètres de Bamako, dans la commune de Baguineda, cercle de Kati. Le projet Les filles peuvent est financé à hauteur de 400 millions de francs CFA pour une période de 3 ans. Il intervient dans 25 écoles des villages du cercle de Kati, répartis entre 3 communes qui sont Baguineda, Muntugula et Sanangoroba. Nous avons mis en place ce projet avec le soutien financier d'un partenaire qui s'appelle UBS Optimus Foundation. L'objectif principal est de soutenir les enfants, particulièrement les filles, pour compléter le cycle primaire. On a constaté aussi que les filles, pour passer du premier cycle au second cycle aussi, il y a de sérieux problèmes de nos jours. Maintenant, le programme va développer des stratégies maintenant pour faire face aux contraintes socio-culturelles qui bloquent un peu l'attention des filles du premier cycle au second cycle. L'intervention de l'association d'appui à l'autodéveloppement communautaire AADEC et son partenaire Oxfam Grande-Bretagne cadre avec les objectifs de l'éducation pour tous. Je tiens à affirmer que les axes stratégiques de ce nouveau projet cadrent parfaitement avec les objectifs de l'EPT et ceux du PRODEC. Du coup, sa mise en œuvre contribuera sans nul doute à réduire les inégalités dans l'accès aux structures éducatives de base dans les communes ciblées. L'un des temps forts de cette journée a été la remise des prix à 75 filles meilleures des 25 écoles où intervient le projet. Les cadeaux étaient entre autres composés du savon, des pagnes et de fournitures scolaires. Signalons que le projet Girls Can est une initiative de l'ONG Oxfam Grande-Bretagne et de l'association d'appui à l'autodéveloppement communautaire AADEC. Le nouveau gouverneur du Rotary Club International District 9100 se nomme Théodore Diop et c'est lui qui va conduire les Rotariens du District 9100 pour un mandat d'1 année. Dans son message d'intronisation, Théodore Diop a exhorté ses camarades à travailler pour la paix par le service en redoublant d'actions caritatives envers les couches dans le besoin. Le point de la cérémonie de passation de pouvoir, c'est avec Aboubakar Maïga.
Théodore Diop prend les rênes du Rotary Club International District 9100. Il succède ainsi à Salifou Bouraïma qui, conformément aux règles du club, n'avait plus les droits de se représenter après son année de gouvernorat. Devant une foule composée des Rotraxiens, d'Interaxiens, des Rotariens, d'Innerwils et des membres du gouvernement, le nouvel élu du district 9100 s'est engagé à préserver les valeurs intrinsèques du club, à savoir les services, la camaraderie, la diversité, l'intégrité et le leadership, tout en ayant en ligne de mire la paix tamponnée par le président international du club, Sakouji Tanaka. En 2012 et 2013, je demanderai à tous les Rotariens de travailler pour la paix par le service. Cet engagement sera d'abord personnel, avant de s'étendre à la famille, au club, au district et à la nation tout entière. Le Rotary n'œuvre pas en faveur de la paix en négociant des traités ou en manifestant dans la rue. Nous le faisons en montrant l'exemple, en travaillant indépendamment de notre nationalité ou de nos origines et en faisant passer les besoins collectifs avant les nôtres. Le Rotary International District 9100 sera bientôt divisé en 2 clubs afin de gérer le nombre croissant des clubs rotariens et rotraxiens. Cette cérémonie circonstanciellement placée sous le signe de la paix a été aussi marquée par des remises de chartes à des Rotary Club de Bamako. Un spectacle présenté par des enfants déguisés en combattants de la justice et de l'égalité devait servir à attirer l'attention de la famille rotarienne sur les maux de la société africaine. La valorisation de nos costumes traditionnels de spectacle était au cœur d'une rencontre tenue hier à Ségou. La rencontre qui a permis d'approfondir la réflexion sur la promotion de l'industrie culturelle a regroupé les jeunes artistes maliens et d'autres professionnels africains du domaine des arts et de la culture. ERTM Ségou, Honorituno. Membre de l'association Acte 7, responsable de la Fondation Festival sur le Niger, jeune artiste. Ces adeptes de la culture ont au cours de cette rencontre échangé sur les méthodes de conception des costumes de spectacle proposés et adaptés, ceux de la période médiévale à la période contemporaine. Les échanges ont aussi porté sur la conception du fond de scène, l'étude des tissus fabriqués au Mali et les parures entre autres. Ils ont été cherchés au niveau du matériel local qu'on peut trouver sur place et en même temps il y a eu l'expertise endogène à travers les borolans. Traditionnellement les borolans ont servi aussi à communiquer, les basilans, les borolans, les galafini, etc. Bon, cette communication avait tendance à disparaître. Si aujourd'hui nous arrivons à exhumer cette culture-là et à l'amener au niveau de la scène, c'est clair et net que c'est une valeur ajoutée pour les créations de spectacles venant du Mali. Cette rencontre vise à amener les jeunes artistes sur un terrain beaucoup plus professionnel. Ils ont donc découvert au cours de ces échanges le choix des costumes de personnages et les maquettes des spectacles vivants. Dans un costume, ça dépend du rôle que la personne est en train de jouer, mais ça dépend aussi du public. Pour un public non initié, tout simplement, ils verront un mélange de teintes et de motifs unis, imprimés. Mais pour un public plus initié, on peut lire tous ces symboles qui ont déjà une signification et qui peuvent nous permettre de comprendre la personne. La fondation du Festival sur le Niger veut ainsi contribuer à la promotion de l'industrie culturelle au Mali. Et nous allons à présent aborder le grand format de ce journal. Si hier le livre était un support physique, aujourd'hui il est de plus en plus converti en version numérique ou électronique. Êtes-vous alors lecteur à partir d'un écran ou aimez-vous plutôt flairer le parfum des pages? Eh bien la question divise. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, les habitudes des lecteurs changent. Pour plus de précision, suivons ce dossier signé Garibou Pérou.
Le livre, qu'il soit en copie dure ou en version virtuelle, a toujours besoin d'être exploité. Cette exploitation exige une solitude ou un isolement puisqu'elle entre dans le cadre d'une activité individuelle. Certes, les lecteurs n'ont pas tous le même centre d'intérêt, mais l'objectif que chaque lecteur vise est de se cultiver. Aujourd'hui, on ignore les raisons. Les constats montrent quand même que le taux de lecteurs n'est pas très appréciable au Mali. Actuellement, avec les médias, la télévision, l'Internet, les téléphones, tout là, ça perturbe un peu la lecture des jeunes surtout. Les efforts que les écrivains déploient méritent d'être salués selon bon nombre de lecteurs. Moi, je trouve que quand une personne réussit déjà à écrire un livre, c'est un grand intellectuel parce qu'écrire un livre, c'est pas si facile que ça. Ça demande beaucoup de réflexion et de solitude aussi. C'est vraiment des gens qui nous aident beaucoup, nous les étudiants. Ici, les livres en version électronique est comme une baguette magique. La possibilité de télécharger des centaines de livres à partir d'un ordinateur ou d'un simple téléphone portable est véritablement une aubaine, surtout quand il s'agit des pays en voie de développement comme le nôtre. Si j'ai une préférence dans le domaine de la lecture, ça ne peut être que dans le domaine électronique. Parce que c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus aisé et c'est beaucoup plus adapté à notre époque. Là, le souci de posséder des moyens technologiques de téléchargement se dessine. À cela s'ajoute le goût et le désir de lire les livres électroniques, surtout les livres scientifiques ou les livres de spécialisation. Le livre électronique ou livre numérique, ou en anglais e-book, c'est tout simplement un ouvrage qui a été soit scanné, soit saisi directement sous format électronique, de manière à ce que ce livre soit lu à partir d'un écran. Il faut un équipement informatique, une connexion. Vous allez rechercher le livre que vous souhaitez lire, vous le téléchargez, vous avez donc un fichier que vous enregistrez sur votre support informatique et vous le lisez directement en ouvrant ce fichier. Il y a énormément d'avantages. D'abord, le fait que ce soit gratuit. L'autre avantage, vous pouvez donc avoir 10, 20, 30 fichiers sur votre ordinateur, 100 fichiers sur votre ordinateur, autant de livres que vous pouvez lire. Pour les livres plus scientifiques et autres, je serais d'avis d'utiliser un document en tant que tel. Ailleurs, l'heure n'est pas à la divergence, mais plutôt à la complémentarité entre les deux versions des livres. C'est deux modes et deux attitudes. Lorsque vous mettez entre les mains d'un homme de ma génération un livre papier, il le découvre, il l'ouvre, il le prend entre les mains comme un objet avec lequel culturellement il est familier. Les passionnés de livres ou de lecture vous diraient d'ailleurs que le livre neuf a un parfum qui est irrésistible. D'autres vous diraient même que l'atmosphère calme, paisible, concentrée dans une salle de lecture, dans une bibliothèque, c'est quelque chose qui fait partie de tout l'environnement du livre papier. Aujourd'hui, si vous parlez de confort de lecture, moi je vous dirais, bon, lire un livre électronique sur un écran d'ordinateur, il y a pour moi personnellement un certain inconfort parce que il faut avoir des yeux tout à fait jeunes et éprouvés pour subir, n'est-ce pas, cet exercice. C'est deux formules qui vont s'accompagner. Pour construire une nation forte, il faut nécessairement voyager à travers les livres afin de s'en servir et partager les expériences d'autres nations. Un peuple qui ne lit pas est un peuple qui n'avance pas du tout. Quand un peuple lit, ce peuple-là découvre des choses, de nouvelles visions, de nouvelles façons de penser le monde. Alors, ce peuple-là, il avance. Mais quand un peuple n'avance pas, c'est que ce peuple ne lit pas. De même que le corps a besoin de se nourrir, de s'alimenter, de s'enrichir, de même l'esprit a besoin aussi de s'enrichir, de se nourrir. Et quelle est la meilleure façon pour l'homme d'enrichir son esprit? C'est le livre, c'est la lecture. Chaque époque a ses hommes et chaque homme a ses méthodes pédagogiques. Mais la meilleure méthode pédagogique est celle la plus facile à la compréhension des apprenants. Nous sommes dans l'utilisation classique des manuels. Ça ne permet pas d'appréhender tous les contours des apprentissages. Ça, c'est clair. C'est un minimum qu'on donne dans les livres. Alors que quand on prend avec l'outil informatique, quand on essaie d'aller avec l'exploitation virtuelle, là, il y a toutes les informations
C'est-à-dire il y a des informations principales, des informations secondaires, des informations annexées qui peuvent ressortir au niveau de l'outil informatique. Et toutes ces informations, on ne peut pas les mettre dans un... Parce qu'il faut que le livre, ça doit respecter un certain nombre de principes, de volume. La proximité des manuels électroniques aux manuels classiques symbolise l'âge d'or des principes pédagogiques. Il est aujourd'hui facile d'exploiter et de comprendre mieux les livres, plus qu'hier. Comme dirait l'autre, l'essentiel c'est de lire afin d'acquérir un savoir écran ou papier. Et pour rester dans l'univers des livres ou plutôt de l'école, ce rendez-vous à retenir après ce journal, c'est l'interview de la semaine. Un numéro spécial ce soir, Yaya Konaté a comme invité le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation. Avec Assimi Touré, il sera question de la série des examens de fin d'année, de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel qui débute dès demain, lundi, avec le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, quelles dispositions pratiques pour le bon déroulement des épreuves dans un contexte de partition du pays, quelles mesures pour les élèves déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, comment lutter contre la fraude aux examens et rendre le produit de notre école plus compétitif sur le plan sous-régional, autant de questions qui seront répondues tout à l'heure dans ce numéro spécial de l'interview de la semaine. Sport, tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Le match aller entre le Djoliba AC et le club africain de Tunis n'a pas eu lieu aujourd'hui pour cause de pluie. Il est reporté à demain, lundi, au stade Modibo Keïta à partir de 16h. Et bien sûr, un mot de la finale de l'Euro que vous venez de suivre sur le RTM, et c'est l'Espagne qui a remporté l'Euro 2012 en finale à Kiev. La Rora a dominé l'Italie par 4-0, mi-temps 2-0. David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres et Mata sont les buteurs espagnols, comme vous le constatez sur ces images. Il s'agit là du troisième sacre de l'Espagne dans cette compétition après 1964-2008. L'Espagne réalise du coup un triplé historique Euro, Coupe du Monde, Euro. L'Espagne devient le premier pays à conserver son trophée du championnat d'Europe des Nations. Et notez que la prochaine édition de l'Euro, c'est dans 4 ans, en 2016, en France. Et toujours par rapport à cette finale, certains quartiers de la capitale de Bamako et de la ville de Koulikoro n'ont pas pu suivre cette finale de l'Euro 2012 à cause des coupures d'électricité, des coupures consécutives dues à une panne sur le poste de distribution d'électricité de Balengue. La société Elien Messa s'en excuse auprès de son aimable clientèle et assure que ses techniciens sont à pied d'œuvre pour un retour rapide à la normale. Et ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, les nouvelles du temps. Va-t-il continuer à pleuvoir? Et réponse avec Abdoulaye Keïta dans une poignée de minutes. Demain, pour l'information, 10h, 13h, moi-même, Nyanya Aloutraouré, et 18h, 20h, Ndei Sissoko. Merci à vous qui nous suivez de Kaikita, Tukuto, Maïna. C'est en première région du Mali, mais aussi aux populations du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. On ne vous oublie pas. Bonsoir.